Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. En République démocratique du Congo, la candidature à la présidentielle de Moïse Katumbi est de plus en plus menacée. Une information judiciaire sur sa nationalité a été ouverte. L'opposant du président Joseph Kabila est accusé d'usurpation d'identité. Un accord entre la Côte d'Ivoire et le Ghana sur les prix du cacao. Les deux pays s'engagent désormais à annoncer chaque année de manière concomitante le prix aux producteurs. Et puis au Zimbabwe, la crise au sein de l'éducation persiste. Les enseignants dénoncent de mauvaises conditions de travail et l'insuffisance des salaires. La controverse autour de la nationalité de Moïse Katumbi prend une tournure judiciaire. Une information judiciaire pour usurpation de nationalité a en effet été ouverte ce 27 mars par le procureur général de la République. L'opposant congolais détiendrait les nationalités congolaises et italiennes. On fait le point avec Graziella Chakunti. Moïse Katumbi est-il congolais ? La question cristallise le débat politique en République démocratique du Congo et pour cause, le procureur général de la République a annoncé avoir ouvert une information judiciaire pour faux et usage de faux en rapport avec la nationalité de l'ancien gouverneur du Katanga, un revirement aux allures de complot politique selon ses partisans. Si réellement le procureur veut être juste et non injuste, il doit d'abord commencer par interpeller Sami Badibanga, qui a été nommé Premier ministre alors qu'il a menti et jusqu'aujourd'hui où nous parlons, il continue à être citoyen belge. Donc à ce moment-là, le procureur doit être conséquent et doit aussi poursuivre, entre autres, lui-même le président de la République, parce qu'il a nommé des étrangers en connaissance des causes, puisque même l'actuel ministre de la Santé est belge et il y en a plein. C'est un faux dossier d'ailleurs, eux-mêmes ils savent que c'est un faux dossier. Rien n'est moins sûr, car si la question peut paraître anecdotique dans d'autres pays, elle soulève un problème majeur au regard de la Constitution de 2006 qui interdit expressément dans son article 10 la binationalité. Pour la majorité, l'homme est de facto inéligible à la présidence de la République démocratique du Congo. Les candidats au sommet de l'État ne doivent donc faire l'objet d'aucun doute juridique sur leur nationalité. Il est dès lors évident qu'un candidat qui a eu une nationalité étrangère y a en toute hypothèse renoncé sans faire une demande formelle pour retrouver la nationalité congolaise ne peut être partant aux prochaines élections présidentielles. C'est donc une troisième épée de Damoclès qui menace désormais le candidat Katumbi après sa condamnation dans une affaire immobilière et les accusations d'atteinte à la sûreté de l'État. Si ce dernier reconnaît les faits qui lui sont reprochés, il devra entamer une procédure pour recouvrer sa nationalité d'origine. Une procédure à l'issue incertaine alors que les échéances électorales approchent à grands pas. Hasard du calendrier ou acte prémédité, et dans les rues de Kinshasa, les spéculations vont bon train. La Côte d'Ivoire et le Ghana, premiers producteurs mondiaux de cacao, ont signé ce mercredi à Abidjan un accord destiné à améliorer le prix d'achat de la fève de cacao aux producteurs. Objectif de cet accord, lutter contre la contrebande, source de tension entre les deux pays. Marcel Farba Maroun nous en dit plus. En marge d'une réunion de l'Africa CEO Forum, mardi 27 mars 2018 à Abidjan, la Côte d'Ivoire et le Ghana ont signé un accord destiné à améliorer le prix d'achat du cacao aux producteurs. Selon les termes du dit accord, les deux pays s'engagent à harmoniser leur politique de commercialisation du cacao et conviennent d'annoncer chaque année de manière concomitante le prix aux producteurs. Dans un contexte où la différence de prix payé aux producteurs au niveau des frontières suscite la contrebande, l'objectif visé est de lutter contre ce fléau, source de tension entre les deux pays voisins. Désireux d'accélérer la mise en œuvre de leur politique commune visant à mieux défendre les intérêts des producteurs de cacao ainsi que ceux des économies des deux pays, les deux chefs d'État réaffirment leur volonté de définir une stratégie commune en vue de trouver une solution durable
à l'amélioration des prix perçus par les producteurs de cacao de leurs pays respectifs. Après une année 2017 marquée par la chute des prix du cacao, la tendance est de nouveau à la hausse. Cet accord devra donc aussi permettre de limiter et amortir les fluctuations de prix et lutter contre la spéculation. Il y a des planteurs qui sont vers les frontières du Ghana qui, à cause des prix qui sont souvent intéressants au niveau du Ghana, font sortir leur production pour aller les vendre au niveau du Ghana. Donc le problème, il s'agit d'une question de prix d'achat bon champ. Et donc si les deux pays s'entendent à ce niveau, je pense que régler ce problème serait d'abord de voir au niveau de la fixation des prix. Ça va décourager un peu ceux qui font passer le produit soit au Ghana parce que les prix seraient essentiellement les mêmes. Le Ghana et la Côte d'Ivoire représentent plus de 60% de la production mondiale de cacao. La Côte d'Ivoire est le premier producteur mondial de cacao avec une production d'environ 2 millions de tonnes par an, dont elle ne transforme que moins de 500 000 tonnes. Dans l'actualité également, 3000 réfugiés centrafricains sont candidats pour retourner volontairement dans leur pays. Installés pour la plupart au Cameroun et au Congo, certains font face à des conditions de vie difficiles. Des mesures ont été entreprises par le gouvernement centrafricain afin de favoriser leur retour. Corinne Kamse-Fehem. Ils sont environ 3000 réfugiés centrafricains installés dans les localités de Beto au Congo-Brazzaville et à Kenzo au Cameroun qui sont candidats au rapatriement volontaire. Pour la Commission nationale pour les réfugiés, les conditions de vie particulièrement difficiles dans les camps d'accueil et les améliorations de la situation sécuritaire de la Centrafrique observées dans les régions de l'Ouest, du Sud et au Sud-Ouest motivent ces demandes. Des visites de terrain ont été effectuées aux frontières du Congo-Brazzaville où 650 réfugiés centrafricains ont exprimé le désir de rentrer. Du côté ouest, notamment à Kenzo, ce sont plus de 2000 autres réfugiés de la RCA qui sont candidats au rapatriement volontaire. Du côté du Congo, le début des rapatriements est prévu pour la fin du mois de mars. La Commission nationale pour les réfugiés a prévu à cet effet un centre de transit à Mongumba. Un autre centre d'accueil sera construit dans la ville de Berberati. En juin 2016, le Haut Commissariat pour les réfugiés avait annoncé son intention de soutenir les réfugiés centrafricains voulant rentrer au pays. Le gouvernement s'active pour que ces compatriotes reviennent au pays, mais le gouvernement ne dispose pas de moyens financiers, matériels requis. C'est pour cela qu'il y avait une mission conjointe. Donc, UNHCR, Commission nationale pour les droits de l'homme et des libertés fondamentales, donc c'est un organe du gouvernement, ont effectué le mois dernier une mission à Mongumba, donc au sud du pays, pour s'assurer des préparatifs, des activités qui se déroulent pour le retour de ces compatriotes-là. Depuis le début du conflit en 2013, ce sont près de 600 000 Centrafricains qui ont dû fuir le pays avec un pic de déplacement observé au cours de l'année 2017. À l'intérieur du pays, environ 700 000 personnes ont dû se déplacer d'une localité à une autre. Au Zimbabwe, manifestation des enseignants ce 27 mars. Ces professionnels de l'éducation dénoncent en effet leurs bas salaires et leurs mauvaises conditions de travail. De son côté, le gouvernement lutte pour relancer une économie en déclin depuis les années 2000. Le point avec Solène Duplessis. La crise du secteur de l'éducation persiste au Zimbabwe. Les enseignants des établissements publics et les syndicats ont manifesté ce mardi 27 mars. Ils dénoncent les mauvaises conditions de travail et des salaires qui seraient insuffisants pour subvenir à leurs besoins. Depuis 2008, les grèves fréquentes des enseignants menacent le fonctionnement des écoles du pays, affectant ainsi le niveau de l'éducation au Zimbabwe. Dans les années 90, les conditions de travail étaient tout simplement bonnes. Vous pouviez acheter une armoire, un lit, des meubles avec un salaire d'un seul mois. Vous pouviez acheter tout ce dont vous aviez besoin. Tout cela s'est détérioré. Cela fait 10 ans que je n'ai pas pris de congé et on s'attend à ce que je fasse quelque chose d'exceptionnel. Ce n'est pas possible. Depuis, nous avons demandé au gouvernement des jours de congé, une augmentation des salaires et de meilleures conditions de travail. Les enseignants, qui constituent la majeure partie des fonctionnaires du Zimbabwe, avaient été confrontés au non-paiement de leur salaire en juin 2016. Une situation qui avait entraîné de vives tensions sociales dans le pays, qui traverse depuis le début des années 2000 une profonde crise économique.
Le président Emmerson Mnangagwa, qui a succédé à Robert Mugabe en novembre 2017, avait annoncé des réformes économiques afin d'attirer les investissements étrangers et ainsi relancer l'économie du pays. Nous venons tout simplement dire au gouvernement actuel, s'il vous plaît, monsieur Mnangagwa, écoutez-nous, nous avons nos problèmes, nous sommes des travailleurs patriotiques du Zimbabwe. Mais malgré ça, s'ils ne respectent pas ce que nous revendiquons, c'est évident que nous ferons ce qu'ils redoutent. Je vois déjà beaucoup d'employés faire grève. Lors de la grève des enseignants en 2009, l'UNICEF avait évoqué un désastre national. Seuls 20% des élèves avaient pu effectuer leur rentrée scolaire en janvier 2009 et la plupart des écoles étaient restées fermées dans les zones rurales du Zimbabwe, autrefois modèle de réussite dans le domaine scolaire. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant, une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.